Les 15 et 22 mars prochains, nous irons voter pour élire ou réélire les maires de notre beau pays. Et pour les communicants publics, c'est évidemment un sacré défi. J'en veux pour preuve la fameuse période préélectorale qui, comme son nom l'indique, précède les élections et qui commence pile poil 6 mois avant. Cela veut dire très concrètement que depuis le 1er septembre 2025, nous sommes en période préélectorale pour les élus, mais aussi évidemment pour les communicants. Alors, que vous soyez un communicant public ou un communicant privé, sachez que j'ai trouvé 2 super DIRCOM qui vont pouvoir vous parler de cette drôle de période à la fois complexe mais aussi très excitante. J'en veux pour preuve Fiona Kwasi, qui dirige la communication de la ville de Villepinte, et Magali Rondreux, qui est la DIRCOM de la ville de Sevran. Grâce à elle, vous allez comprendre toutes les complexités de cette période en matière de communication, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous ne pouvez évidemment pas faire, comment communiquer en interne, car oui, ça peut être compliqué, comment également communiquer avec les élus, et aussi sur les réseaux sociaux. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et que vous soyez un communicant public ou un communicant privé, je vous invite à écouter cet épisode qui est particulièrement passionnant. Rassurez-vous, Fiona et Magali sont particulièrement pédagogues et vont vous expliquer des choses parfois complexes de manière extrêmement simple. Très très bonne écoute en compagnie de Fiona Kwasi et Magali Rondreux, respectivement DIRCOM de la ville de Villepinte et de Sevran. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices et auditeurs, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet de communication qui est assez complexe et qui ne concerne évidemment que la communication publique. Alors, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de la communication en période préélectorale. Vous le savez, en mars, nous allons élire ou réélire les maires de France et évidemment, dans un pays qui est extrêmement administré, il y a des règles juridiques et pour cela, même dans nos métiers de communication, nous avons droit à tout un attirail d'articles dont j'ai évidemment oublié les noms et les numéros. Et j'ai fort heureusement 2 femmes formidables, de vrais DIRCOM, des badass de la com publique. En l'occurrence, Fiona Kwasi, qui dirige la communication de la ville de Villepinte. Salut Fiona. Bonjour à tous. Et la non moins formidable Magali Rondreux, qui dirige la communication de la ville de Sevran. Salut Magali. Salut. Alors, mesdames, il y a, dans un premier temps, des règles juridiques. Alors, c'est vrai que notre pays est extrêmement administré. Moi, l'entrepreneur, je le sais mieux que vous, voire tout autant que vous. Est-ce que vous pouvez me rappeler les règles juridiques ? Parce que finalement, quand on est en communication préélectorale, c'est généralement 6 mois avant l'élection. Donc, ça a commencé pour nous en 2025, en septembre. Mais il y a des règles. Tiens, Fiona, est-ce que tu veux bien commencer, toi qui as préparé ces choses-là en interne et Magali aussi, évidemment, est-ce que tu peux me parler quelque part des règles juridiques, qu'on comprenne bien ce dont il retourne ? On ne va pas évidemment s'appesantir là-dessus, ça n'est pas particulièrement important. Enfin, c'est pas particulièrement intéressant pour un communicant, mais c'est fondamental. Bref, je me tais, Fiona. Je veux bien que tu nous en parles. Et puis Magali, si tu as des choses à rajouter, tu es plus que la bienvenue. Essayons d'avoir une parole qui soit partagée. Donc, Fiona, c'est quoi les règles juridiques pour justement cette communication préélectorale ? Alors bon, elles sont nombreuses et puis je suis pas juriste à proprement dit, donc mais il y a effectivement un cadre législatif. Nous, les directeurs de la communication, on s'oppose aussi beaucoup sur les juristes. On peut nommer, pour répondre à ta question, à l'article L52-1 du code électoral. J'ai aussi envie de parler du L52-8. Donc le L52-1, en quelques mots pour que ce soit compréhensible par tous, c'est en gros l'interdiction de toute publicité à visée électorale, comme tu l'as bien dit Laurent, 6 mois avant les élections. Donc une période de réserve qui a commencé au 1er septembre cette année pour nous, les directeurs de la communication publique avec les élections municipales des 15 et 22 mars. Et puis l'article 52.8 que j'ai envie de citer parce que c'est disons la précision des collectivités qui ne peuvent financer ou faciliter la campagne d'un candidat. Donc utilisation de biens publics, mise à dispo de matériel par les agents municipaux. Non, je vais en citer aussi un autre, un troisième, et je m'arrête là parce que dans le détail, comme je disais, je suis pas juriste, mais il y a aussi le L2141-1 qui rappelle à tous les communicants de la fonction publique qu'on est là pour informer les habitants
et non pas, faire la campagne électorale d'une personne politique. Voilà, est-ce que tu veux que je sois plus précis ou peut-être que Magali a elle aussi envie, d'ajuster? Oui, moi je peux compléter. En fait, ce qu'il y a à retenir, parce que je sais que parmi les auditeurs, il y a des communicants publics et des communicants non publics pour qui, cette question, n'est pas, forcément quelque chose de très connu. Donc en fait, le risque quand même, si jamais on déroge à ces règles, c'est d'invalider l'élection. Donc ça peut aller très loin et ça peut aussi engendrer l'inéligibilité d'un candidat pour une période de une année à 3 années. Donc ça peut être extrêmement grave. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que quand on a un maire, sortant, qui se représente en tant que candidat, il ne doit pas jouir finalement des moyens de la collectivité. Je le fais simple, hein, j'omets, quelques principes en disant cela, mais je le fais simple, il ne doit pas jouir des moyens de la collectivité, qu'ils soient humains, techniques, de temps de travail et cetera, pour assurer sa promotion en tant que candidat aux prochaines élections. Cette situation, elle est particulièrement vraie dans les villes où, les élections donnent lieu à de très faibles écarts de voix et où on a une opposition assez active, susceptible, de solliciter des recours, en fait. Plus on est une ville de cette typologie, j'ai envie de dire, plus il faut qu'on soit attentif, puisqu'on est vraiment dans une zone à risque. Donc pour compléter sur le règlement, nous, ce qu'on se dit entre communicants publics, c'est qu'on a 4 principes très importants à respecter, qui sont les principes de neutralité. Donc notre communication doit rester neutre, factuelle, pas de promotion à outrance, pas de qualificatifs, trop importants et cetera. Le deuxième principe qui est le principe d'antériorité, toujours être conforme à ce qu'on a toujours fait, pas sortir de nouveautés, sorties nulle part, dans les 6 mois avant les élections. Le principe de régularité, par exemple, si on sort, un magazine par mois, on va pas se mettre à en sortir 2 par mois, ça ne passerait pas. Et le principe d'identité, c'est-à-dire que dans la forme, les supports de communication, les actions de communication doivent rester les mêmes. Donc, si j'ai bien compris, bon, évidemment, la France est extrêmement administrée, mais quelque part, c'est aussi notre liberté d'expression qui en dépend. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et après tout, le maire sortant ou la maire sortante ne peut pas profiter, en fait, des moyens de la collectivité pour faire sa promotion et pour écraser les autres candidats. C'est bien ça, mesdames? Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a un principe d'équité entre les candidats à respecter. Donc le maire reste maire et le sujet de la communication publique, c'est bien, la transparence démocratique et le fait, d'expliquer ce qui se passe dans la collectivité et ce que les élus mettent en place. Donc, le maire reste maire, le conseil, municipal reste le conseil municipal, mais le maire candidat ne doit pas utiliser les moyens de la collectivité pour sa campagne. On est plutôt dans une communication ou dans une information institutionnelle pendant cette période. Alors, pour nous, pour les élections de mars, elle a commencé en septembre de cette année, comme je le disais, en septembre 2025. Et donc, on ne doit pas faire d'emphase. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que monsieur ou madame la maire, par exemple, chez toi, Fiona, je crois que c'est une dame qui est maire, on ne peut pas dire madame la maire a fait cette chose qui est absolument formidable, cette magnifique inauguration d'un centre culturel qui permet enfin à la culture du côté de Villepinte de enfin foisonner. Donc, on ne peut pas y aller avec autant d'emphase. On est d'accord, Fiona? C'est exactement ça et Magali l'a très bien dit, c'est-à-dire, respecter les 4 grands principes, c'est le message qu'on essaie de faire passer aussi en interne. Donc le principe de neutralité, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de superlatifs, on utilise un ton neutre. L'idée, c'est d'informer sur des actualités locales, mais non pas d'en faire la promotion. Donc j'avais fait un schéma, par exemple, auprès de mes équipes et d'autres secteurs pour être très concrète, en disant ce que je peux, ce que je ne peux pas. Ce que je peux, oui, continuer d'informer sur un projet en cours, ça c'est une évidence. Continuer de communiquer comme je le faisais, donc principe d'antériorité que Magali citait juste auparavant. Mais ce que je ne peux pas, c'est créer un nouveau support ou diffuser ou commenter un projet avec des superlatifs, avec un ton effectivement, très vendeur. Au final, si je lançais un podcast pour la municipalité, que ce soit culturel ou économique ou quel que soit, ou social, tiens, pourquoi pas, je ne le lance pas évidemment entre septembre et mars 2026, la question ne se pose pas. Il faut avoir cette antériorité et il faut continuer comme avant au final. C'est bien ça, Magali? Oui, alors en fait, la ligne de crête est assez mince, c'est un peu, toute l'excitation, si tu veux, de la période. C'est qu'à la fois il faut, et nous DIRCOM, nous sommes, très, garde-fous là-dessus.
il faut à la fois respecter ces règles et à la fois, on ne peut pas s'arrêter de communiquer. Il ne faut surtout pas s'arrêter de communiquer. Donc c'est là que c'est très, intéressant, c'est que, à la fois il faut redoubler d'imagination pour continuer à avoir une communication dynamique et non pas plate, neutre, parce que, nos usagers, méritent mieux que ça, tout en restant dans la réglementation. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, c'est un des objectifs de mon entretien d'évaluation du début d'année 2025. C'est le challenge du DIRCOM en période préélectorale, rester dans la règle, tout en ne perdant pas de sa saveur, et de son supplément d'âme dans les campagnes. Ok. Alors, Fiona, justement, comment ça se passe avec les élus? Ils ont envie, finalement, d'être, allez, quelque part un peu ennuyés par toute cet espace juridique, ou au contraire, est-ce qu'ils poussent un petit peu des coudes? Pour répondre à la question, à Villepinte, c'est une situation plus particulière puisqu'on a on a une maire actuellement qui ne sera pas candidate aux élections municipales de 2026. Donc 15 et 22 mars, elle ne se représentera pas. Donc je suis, disons, moins en alerte et mon sujet a effectivement débordé du cadre. Toutefois, effectivement, il y a pas mal d'élus qui ne connaissent pas forcément ce cadre-là. À nous, directeurs de la communication, de les accompagner, mais aussi de prendre attache avec un juriste. Moi, j'ai toujours dit, parce que au-delà des 4 principes, il y a des fois des exemples très concrets. Est-ce que ce commentaire-là sur les réseaux sociaux, on peut y répondre? Est-ce que je peux quand même mener une inauguration à telle période, et cetera? La vie ne doit pas continuer de s'arrêter, comme le disait très justement Magali. Mais en l'occurrence, un élu a très envie de se dire: «Voilà, j'ai quand même ces outils de communication qui sont à ma disposition. Pourquoi ne pas valoriser telle ou telle action?» Donc il faut trouver le juste milieu. C'est un équilibre à avoir, très juste, en disant: «Bien évidemment, vous avez une inauguration. Oui, on va peut-être la maintenir, mais dans tel et tel cadre. Vous pourrez peut-être pas prendre la parole», et cetera. Donc il y a vraiment des cas très particuliers et j'ai envie de dire, finalement, l'outil le plus compliqué à gérer en cette période-là, ce sont les réseaux sociaux, avec ce côté interaction et réponse du quotidien, du lundi au dimanche et 24 heures sur 24. On est d'accord, on va faire justement un focus un tout petit peu plus tard. Magali, est-ce que tu as vu dans ta magnifique carrière des élus qui, quelque part, avaient un petit peu envie de passer non pas au-dessus des règles, faut pas exagérer, mais qui avaient du mal à se faire à ces fameuses règles? Je le répète encore une fois, la France adore les règles. Oui, oui, non, mais tout à fait, c'est évident parce que en plus de ça, on sait très bien que les personnes qui font campagne sont dans une espèce d'excitation, et de volonté, de faire et d'être dans l'action, extrêmement forte. Et d'ailleurs, moi je m'étais noté, hein, d'où vient le danger? En fait, le danger pour moi, il vient donc, bien sûr de l'opposition qui est très attentive, et qui épie, les faux pas que peut faire, la majorité en place, par rapport à la période préélectorale. Mais le danger, il vient aussi de l'intérieur, c'est-à-dire, des élus qui sont candidats pour les prochaines élections et qui peuvent effectivement, dans un moment un peu, d'euphorie, faire un faux pas. Donc, effectivement, comme disait Fiona, la bonne pratique, c'est quand même que le cabinet, les acculture et fasse énormément de pédagogie autour de la communication préélectorale, en énonçant bien les règles et surtout en faisant du sur-mesure. Parce qu'effectivement, la problématique, des élus est différente de la problématique des agents. Je crois qu'on en parlera, hein, sur le volet interne, tout à l'heure. Est différente de l'équipe communication, est différente de l'équipe du cabinet, et cetera, et cetera. Donc les élus, pour moi, ils sont pleins de bonne volonté, pleins de bonnes intentions, mais c'est, effectivement un public à risque qu'il faut pouvoir, accompagner, encadrer et bien sûr veiller sur tout ce qui paraît sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, Magali a évoqué aussi les sanctions. On a effectivement la sanction électorale, donc annulation des élections, mais on a aussi des sanctions financières et des sanctions pénales. Et ça, faut le rappeler, c'est-à-dire que si vraiment il y a un écart de voix très minime, ça peut aller effectivement jusqu'à l'annulation des élections, mais il peut y avoir des sanctions financières et pénales. Il y a jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, je me l'étais noté pour pouvoir le dire. Donc à nous d'être vigilants et de rappeler quand même, à nos élus ou à notre maire actuel qui, souhaite se représenter, que quand bien même, il y a faux pas, telle est la sentence, j'ai envie de dire.
C'est-à-dire que l'enjeu est quand même assez énorme et je crois, Magali, tu m'avais donné un exemple alors qui m'avait cloué sur ma chaise, c'est-à-dire que tu avais vu un militant, en tout cas quelqu'un qui était proche du maire, qui avait diffusé des simples flyers sur des pare-brises, si je dis pas de bêtises, et l'élection avait été annulée. C'est bien ça, Magali? Oui, en fait, dans une ancienne ville et ça fait partie des dangers à surveiller. C'est, vous savez, ce qu'on appelle, les amis qui vous veulent du bien. C'est-à-dire que finalement, ils prennent des initiatives sans concertation avec, soit l'équipe administrative, soit l'équipe de campagne, prennent des initiatives et finalement, alors que leur intention était de soutenir un candidat sortant qui se représente, finalement ça fait tomber l'élection à l'eau et c'était le cas dans ma précédente, collectivité puisque le juge estime qu'il y a eu, faveur alors que c'était en dehors, des règles préélectorales et l'élection a été annulée. Donc ça peut être effectivement très dangereux. Ça peut faire extrêmement mal. Finalement, vous êtes les gardiennes de la communication, de l'information et de la communication institutionnelle. Et ça, tant mieux, vous êtes évidemment, comme vous le disiez toutes les deux, mesdames, souvent accompagnées par des avocats, mais est-ce que vous ne passez pas, quelque part, auprès de vos équipes, en interne, auprès des élus et peut-être même auprès des habitants, pour des relous? Je m'explique, on peut faire, on peut ne pas faire, vous passez pour des gens un peu pénibles. Comment est-ce qu'on vit cette période qui dure 6 mois, alors qu'il revient tous les 6 ans, évidemment, chaque fois qu'il y a des élections? Mais tiens, Fiona, est-ce que t'as pas un peu l'impression, ou même un peu peur, de passer pour Madame Relou de la communication durant cette période? Alors si, bien évidemment, merci pour la question. On l'oublie bon nombre de fois parce qu'effectivement, on est souvent sur: «Attention, il y a tel risque, attention, telle sanction». Donc on passe pour, madame Relou. Comme disait Magali tout à l'heure, très justement, on a aussi envie de continuer de dérouler, hein. On est là pour proposer des plans de communication, pour proposer des slogans, des identités visuelles un peu hors du commun qui vont taper à l'œil, qui vont faire que l'habitant, puisse se souvenir d'une campagne et en même temps, on doit, être garant de cette continuité, cette neutralité. Donc oui, on passe très souvent pour des relous. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on a vu le prisme d'IRCOM qui, doit maintenir les règles, doit maintenir le cadre, mais on doit aussi avoir, un impact concernant les agents. C'est-à-dire que comme, citait l'exemple de Magali, on doit rappeler aux agents également qu'il y a un devoir de neutralité, un droit de réserve et donc on a cette double casquette où on doit passer le message auprès des équipes en disant: «Attention, bah, non, là, c'est un petit peu border, on pourra pas le mettre en place ou on peut pas communiquer, c'est pas le bon moment» et également dire aux agents: «Attendez, attention au niveau de votre posture». On a énormément d'agents qui sont, des fois habitants, de la commune dans laquelle ils travaillent et qui ont envie de se porter messager. Très régulièrement, on alerte, on parle de temporalité, on rappelle que ce support-là, bah, non, en réalité, exemple concret, moi, on m'a demandé un guide la dernière fois pour valoriser toute la partie handicap, mise d'action, en place, sur la commune. J'ai dû refuser cette demande-là parce que ça n'avait jamais été fait. Or, j'avais énormément de matière, pour le réaliser ce guide. Donc c'est très frustrant. Voilà, on n'est pas toujours soutenu parfois, mais avec, de la patience, avec de la pédagogie et un travail tout en amont. On n'attend pas le 1er septembre pour leur dire: «À partir du 2, on ne fera plus rien». Alors, Magali, tu confirmes qu'il faut être pédagogue, qu'il faut être patient ou patiente et qu'on passe parfois pour monsieur ou madame relou? Oui, oui, non, mais je confirme tout à fait. D'autant plus que, ce à quoi je pensais, récemment, c'est que finalement la vie d'un mandat, c'est quoi? La vie d'un mandat, c'est l'équipe arrive, se met en place, fait son petit diagnostic, commence à étudier les actions, qui sont possibles et on lance finalement la plupart des gros chantiers, on va dire un peu avant la mi-mandat. Ce qui signifie dans le calendrier, bien entendu, que les livraisons et les inaugurations se font plutôt en fin de mandat. Voilà, ça c'est la vie classique d'un mandat. Donc forcément que, toutes les équipes, que ce soit les agents, que ce soit les élus qui ont travaillé sans relâche en temps masqué pendant, des mois, des années, sur des projets qui enfin voient le jour sur la fin de mandat, ont envie de faire des événements ou des discours, très feu d'artifice, en se disant, «Super, on l'a fait» et cetera. Donc c'est bien normal, hein, mais nous, on est là effectivement pour dire, «Bon, bah, oui, on va célébrer les choses puisque c'est la vie du projet, on ne peut pas l'occulter non plus, mais on va pas faire une célébration en feu d'artifice. Ça n'est pas possible» et souvent ça crée des déceptions, des frustrations, et cetera.
Et là où je voulais rebondir aussi sur ce que disait Fiona, sur, la com interne, et je sais que Fiona a mené un gros travail, de pédagogie en direction des équipes de la ville. C'est que les mairies, pardon, je me reprends. Les mairies, on le sait, sont souvent des employeurs de proximité. Ça veut dire que dans nos mairies, finalement, la majorité des employés sont Sevranais pour Sevran, Villepintois pour Villepinte, et que parfois ils ont envie de prendre part aux campagnes, qu'elles soient pour le maire en place et qui se représente, ou qu'elles soient pour un autre candidat. Et ça, il s'agit de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, etc. Donc, il faut quand même pouvoir leur dire qu'ils peuvent faire campagne, faire partie d'une équipe, mais bien rappeler que c'est en dehors des heures de travail, que c'est en n'utilisant pas la matière informationnelle ou le matériel de la ville. Et ça, c'est une pédagogie aussi qu'il faut refaire très souvent. Mais Magali et Fiona, Magali, finalement, est-ce que ça n'est pas la communication en interne qui est la plus difficile à gérer? Parce que les règles juridiques, elles sont là pour la com externe. Ok, très bien, pas de promotion, pas de publicité, de l'information et de la communication dite institutionnelle, ce qui est à peu près la même chose dans ce cadre-là. Mais l'interne, comme tu le disais très justement Magali, et je pense Fiona que tu diras la même chose, quand on vit dans la ville où on travaille, on a évidemment envie de soutenir peut-être monsieur ou madame le maire, on a peut-être un peu d'animosité vis-à-vis de tel ou tel candidat. Est-ce que ça n'est pas, pour un DIRCOM, le plus difficile à gérer finalement? Tiens, on commence par toi, Fiona, parce que tu avais très envie de parler de l'interne. Oui, je voulais quand même préciser parce que on a le discours de «on ne peut rien faire». Je veux quand même laisser passer un message très positif, c'est-à-dire que en communication, il y a quand même pas mal de stratégies également. On a parlé des 4 grands principes, avec régularité et antériorité. Beaucoup de directeurs de la communication ont quand même, cette petite réflexion en amont, début de mandat, de dire: «Mon magazine, il sera mensuel dès le début du mandat», pour qu'à la fin du mandat, il puisse continuer de l'être. Voilà, il y a quand même des tips, hein. Je veux pas qu'on retienne, on ne fait plus rien et on ne peut rien faire de nouveau, mais essayer d'anticiper. Par exemple, un bilan de mandat, si on a l'habitude d'avoir un bilan, sur les actions, publiques qui ont été faites chaque année, on peut tout à fait continuer de l'éditer, arrivé à quelques mois des élections, puisque reste principe d'intériorité. Donc voilà, être ingénieux quand même pour continuer, d'avoir des plans de communication, adéquates et en réponse à nos élus. Pour répondre à la question, bien évidemment, le combat est beaucoup plus à mener en interne. À nous d'être vigilants, d'être force de proposition et j'ai envie de dire d'anticiper cette période qui met tout le monde sous pression, hein, parce qu'on parle beaucoup des élus, mais également des agents. Moi, j'ai des agents qui me posaient la question très concrète: «J'ai travaillé lors d'un événement, on m'a pris en photo, je vais peut-être être sur la photo d'un candidat de l'opposition, est-ce que c'est grave?» Donc voilà, donc il y a même toute, ces règles de bonne conduite, qui je peux photographier, est-ce que je peux être photographiée, est-ce que je peux donner mon avis sur un candidat sur mes réseaux sociaux personnels, donc voilà, donc tout s'entremêle. Moi, ce que je donnerais comme conseil à un directeur de la communication publique qui arrive sur, une période, d'élection, c'est de prendre les choses en avance. Commencer par, avoir, la ligne de bonne conduite auprès des élus, puis après sa direction générale, puis après les directeurs et essayer d'apporter des supports, très bien faits, très résumés, style de petits mémentos, petits schémas à envoyer à tous les agents et de dire: «Voilà, on répond à vos questions, il y a des cas concrets, venez nous voir et on vous accompagne». Qu'est-ce que tu as mis en place justement, Magali, toi, dans tes diverses expériences? Est-ce que tu as mis des choses en place comme Fiona l'a fait? Oui, oui, alors en fait, nous, on a mis, 2 choses en place ou 3 choses en place, si je puis dire. On a fait une intervention en CODIR. Donc le CODIR, c'est qui rassemble tous les directeurs, de la collectivité, où on a, expliqué, tout ce qu'étaient les règles de communication en période préélectorale. Et puis on a envoyé à tous les agents une note. Alors, j'aime beaucoup ce que disait Fiona, type memento, c'est-à-dire quelque chose de très ludique, surtout pas, les 83 pages, des webinaires, que l'on suit nous communicants et qui rentrent vraiment dans les détails. Mais voilà, des petites choses sur, voilà ce que j'ai le droit de faire et voilà ce que je ne peux pas faire et voilà où je peux poser mes questions, avoir une espèce de hotline, qui permette de répondre, aux questions de tous les agents qui sont effectivement, pas mal sous pression. Et ensuite, moi, ce que je suggère, c'est premier trimestre, c'est-à-dire on est en période préélectorale depuis le 1er septembre, mais au premier trimestre,
j'encourage vraiment les directions de la communication à monter, des réunions, enfin une réunion en tout cas, de cadrage avec le cabinet, la DG, le juridique, l'événementiel et la com. Parce que finalement, cette réglementation en période préélectorale, elle est pas mal sujette à interprétation, je trouve. Cette réunion, en fait, elle permet d'éveiller la vigilance, de manière collective. Pour moi, ce stress, il se partage. Avoir un même, niveau d'information sur les règles en vigueur, c'est-à-dire vérifier qu'on est bien tous, OK sur ce qu'on connaît de cette période. Dissiper les désaccords, du fait que certaines règles sont fortement soumises à interprétation, encore une fois, et acter des décisions communes et soumettre à la direction du juridique, des sujets à vérifier et se dire que la direction, du juridique devient une hotline qu'il ne faut pas hésiter à consulter dès lors qu'on a le moindre doute sur, une action, un projet, et cetera. Ce qui veut dire que le DIRCOM, quelle que soit la période où il arrive, et surtout dans cette période préélectorale, il doit être quelque part, non pas une plaque tournante, mais en tout cas, il doit être très bien identifié pour qu'on évite les très mauvaises surprises. C'est ce que tu viens de nous dire, Magali, c'est ça? Il faut être vraiment présent, il faut se faire connaître et se faire reconnaître aussi? Ah oui, oui, je pense qu'il faut même carrément prendre le lead sur ce sujet. Encore une fois, pas tout seul. Pour moi, c'est vraiment un groupe de travail et un groupe de référents sur cette question. Mais je pense qu'effectivement, le DIRCOM doit prendre le lead. Déjà parce que c'est lui qui détient un peu cette information, notamment parce que dans le réseau, sur tous nos groupes WhatsApp de DIRCOM, sur toute l'actu qu'on reçoit, etc., c'est un sujet qui apparaît, très, très, très régulièrement sur l'année, préélectorale. Donc on est plutôt au fait, des choses et puis aussi voilà, pour rappeler qu'on est, tout le top management finalement, embarqué dans le même bateau, qu'on doit avoir une vigilance collective et que, ça ne se porte pas tout seul par le DIRCOM. Mais par contre, prendre le lead là-dessus, moi je le recommande fortement. Fiona, tu prends le lead, toi, à Villepinte, là-dessus, sur ce sujet, entre autres? Alors oui, il faut prendre le lead. Moi je l'ai fait pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'avais l'impression que personne le faisait sinon, je vous le dis honnêtement. On sait jamais qui est le plus légitime en fait. Si, c'est le service juridique, si c'est le cabinet du maire. Donc voilà, donc j'ai un peu pris le lead sur ce sujet-là et puis j'ai été très vite, suivie et appuyée, par, la direction générale, le cabinet du maire et comme Magali, j'ai déroulé avec, une présentation, en réunion de direction, puis après, au sein des équipes, relayer les informations, les bonnes, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, réponse à vos questions, tout le suivi. Mais je l'ai aussi fait pour une seconde raison, c'est-à-dire que les équipes sont en attente. Elles attendent de nous qu'on puisse, venir poser un cadre, leur dire: «Voilà, il y aura telle et telle règle. Non, vous n'allez pas être sollicité de toutes parts. Vous en faites pas. On sera là pour, faire respecter le cadre légal». Parce que dans ces périodes-là aussi, il faut le dire, il y a pas mal d'agents qui sont, pour la plupart, fonctionnaires, mais il y en a aussi beaucoup qui sont, en CDD, qui se disent, «Voilà, moi je suis professionnel, je ne fais pas de politique, je fais uniquement mon travail», mais je peux être mis à mal par une demande en direct d'un élu, en direct, d'un directeur et donc nous, on est aussi là pour, leur permettre d'exercer leur travail dans un cadre serein. Est-ce que ça n'est pas une période qui fait un petit peu peur, un peu à tout le monde? Magali? Alors en fait, moi je trouve que la période préélectorale, elle est assez drôle finalement parce qu'on a plusieurs profils qui sortent du bois. On a, les très, très prudents et on a les très, très détendus et je pense que la vérité est au milieu. Pourquoi je dis ça? Parce que, on a quelques exemples qui ont, pas mal fait couler d'encre dans la sphère de la communication publique. Par exemple, les villes de Lyon et de Besançon ont supprimé les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire à partir du 1er septembre, l'équipe com poste, des informations, comme, ça se fait habituellement. En revanche, il n'y a plus de commentaires. Parce qu'effectivement, Fiona en parlait tout à l'heure et peut-être qu'on en parlera quand on abordera la question des réseaux sociaux. Mais, l'opposition, bien sûr, les oppositions ont bien compris que les canaux de la communication, institutionnelle donc, étaient, propices à créer, du débat et on a régulièrement effectivement des posts très désagréables parmi les commentaires et que c'est effectivement pas facile à gérer. Donc certaines collectivités ont fait le choix de les supprimer purement et simplement. Donc ça, c'est de la très grande prudence, on va dire
Et puis après, on a effectivement d'autres collectivités plus téméraires par rapport aux règles préélectorales et qui tentent des choses que les uns et les autres n'auraient pas forcément tenté. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir comment chacun se positionne et comment chacun interprète finalement cette règle de la période préélectorale. Comment tu as arbitré, Fiona? Est-ce que tu as tout coupé, comme l'a fait la ville de Lyon et la ville de Besançon, ou est-ce qu'au contraire, tu laisses un petit peu les choses comme à l'habitude, hein, cette fameuse antériorité, mais avec quand même, pour tes équipes social media, quelque part beaucoup de travail? C'est un exemple qui revient assez régulièrement et on s'est posé la question avec le directeur de cabinet quand il a effectivement vu que d'autres collectivités, coupaient, j'ai envie de dire, toute forme d'interaction via les réseaux sociaux. Toutefois, il y a quand même un principe, de liberté d'expression, liberté d'opinion, et puis mettre en place un outil de communication qui nous permet justement aussi d'avoir, les retours des habitants, hein. C'est ça la communication locale et de proximité. Très vite, on n'a pas réfléchi très longtemps pour dire: «Non, non, on ne change rien, on continue à avoir, ce retour, de la part des habitants». Toutefois, pour que ce podcast puisse aussi servir, pour les autres directeurs de la communication, on a mis en place une charte de bonne conduite. Donc ça, c'est un petit tips, dont j'ai envie de parler parce que cette charte de bonne conduite, on y a pensé depuis un moment. On l'a pas non plus, établie, au 1er septembre. Elle existe déjà depuis 2 ans à la ville de Villepinte et l'idée, c'était voilà, de dire: «OK, on donne son avis, maintenant, de manière respectueuse, sans injure, sans, discrimination» et ainsi de suite et régulièrement, on peut s'appuyer sur certains commentaires en disant: «Voilà, pour rappel, il y a une charte de bonne conduite, nous vous demandons, de bien vouloir la respecter». Ok, donc ça, ce sont pour les citoyens hein, lambda qui vont s'exprimer par exemple sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, sur X, pourquoi pas LinkedIn. Ok, donc ça, la charte de bonne conduite, je veux bien, mais est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'il n'y a pas toujours des têtes brûlées qui viennent dire « Oh là là, monsieur ou madame le maire, quelle honte, vivement qu'il s'en aille ou qu'elle s'en aille ». Mais si, bien évidemment, j'ai envie de dire, il y a des règles en France, comme tu l'as dit tout à l'heure, Laurent, mais elles sont aussi là pour être déviées donc non, cela, prévenir, n'évite pas le danger. Il y a effectivement toujours des commentaires. Alors, de manière générale, j'ai envie de dire, c'est très propre d'une communauté à une autre. Je remarque, je ne sais pas si Magali confirmera, mais que la communauté Instagram est plutôt bienveillante. Il est plutôt rare d'avoir, des commentaires injurieux, par exemple, contrairement à Facebook, où on a des commentaires beaucoup plus virulents. Donc, mais, si un commentaire est injurieux, est insultant et ne fait pas avancer un débat, on peut avoir la possibilité de le masquer. Surtout un commentaire qui n'a aucun lien avec, le post, en réalité. Maintenant, dans quel cadre? On garde une trace de chaque commentaire, on justifie, on alerte la personne également et puis à nouveau, on lui renvoie la charte de bonne conduite en disant: «Voilà, la raison pour laquelle on ne peut pas maintenir en ligne votre commentaire, parce qu'il» et puis il y a de la diffamation aussi parfois. Donc on est obligé d'être, ce policier des réseaux sociaux, pour, la vie pour laquelle on travaille. Magali, est-ce que tu confirmes que après avoir été Madame Relou en interne, tu es parfois en externe la flic de, de Sevran? Oui, oui, bien sûr, je confirme et je trouve d'ailleurs que c'est, un travail extrêmement prenant et fatigant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, big up à tous nos community managers, qui doivent quand même, avoir une santé mentale, au top pour supporter, ce genre de commentaires parce qu'effectivement au quotidien, c'est assez dur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement, alors tout ce que vient de dire, de décrire Fiona, c'est une réalité, mais qui se gère effectivement avec cette fameuse charte, de modération. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les commentaires qui sont énoncés de façon, très polie, mais qui sont mensongers finalement. Et là, il faut rétablir la vérité et du coup, on est toujours dans un espèce d'équilibre entre, est-ce qu'on répond ou est-ce qu'on ne répond pas? Parce que finalement, l'auteur se décrédibilise de lui-même et le débat, fait que, les usagers se répondent les uns les autres et que finalement, ça retombe sur leurs pattes plutôt en notre faveur? Ou est-ce qu'on répond et à ce moment-là, on est sans arrêt dans la justification? Moi, c'est un peu plus, sur cet aspect-là que j'ai quelques inquiétudes et qu'on se prend la tête, avec l'équipe assez régulièrement.
Donc c'est quelque part sur ce côté un peu sournois, c'est ce que tu nous dis Magali, c'est-à-dire que c'est pas un commentaire bourrin, mon Dieu il est nul, vivement qu'il dégage, mais c'est des choses qui sont peut-être mieux argumentées, qui sont beaucoup plus polies, qui sont pas bourrinasses, et là tu es obligé de répondre, et quelque part, au-delà de la réponse communication, est-ce qu'il faut pas aussi avoir son copain juriste pour éviter de commettre un impair? Oui, oui, tout à fait. Bon, en fait, les bourrins, pour moi, se décrédibilisent, eux-mêmes, hein. Donc, quand ça va trop loin, on les arrête, mais quelque part, c'est pas les plus dangereux. Mais effectivement, à partir du moment où il y a un commentaire qui vient énoncer quelque chose de mensonger sur un projet, une action et cetera, bon, bah, ça nous brûle les doigts de répondre, dans la foulée. Cependant, il faut tout de suite prendre un petit peu de recul, se dire: «OK, est-ce que la réponse est nécessaire? Si la réponse est nécessaire, de quelle manière je la tourne?» Et effectivement, quand on est sur un sujet extrêmement sensible, hop, le réflexe, c'est la hotline du service juridique, on leur envoie la problématique et eux nous conseillent sur la manière de répondre. Ça vous rend pas folle, sincèrement, avec tous les excités qu'il peut y avoir? Alors je pensais beaucoup à X Twitter, où là ça a toujours tiré d'ailleurs à balles réelles, mais en période préélectorale, j'imagine que c'était encore plus énervé. Facebook, comme vous le dites très justement, parce que c'est le tout premier réseau social et toutes les mairies et toutes les collectivités sont dessus. Bon, Instagram, c'est une autre paire de manches. Je pense qu'on n'est pas du tout sur la même problématique et vous l'avez confirmé, mais ça vous rend pas cinglé? Tiens, je commence par toi, Fiona, parce que la charte de bonne conduite, oui, ok. Jean-Étienne qui s'est encore énervé contre Madame le maire ou Monsieur le maire, c'est un peu pénible, donc tu lui renvoies le truc en lui disant: Jean-Étienne, on vous a coupé et on vous a renvoyé le bousin, c'est-à-dire la charte de bonne conduite. Ça te rend pas cinglé, sans déconner, pendant ces 6 mois, c'est-à-dire une demi-année, je le rappelle, c'est long, c'est pas 6 jours, ça te rend pas cinglé, Fiona? Mais bien sûr que si, en fait. Moi, je big up à tous les DIRCOM et comme le disait Magali, parce que en réalité, les réseaux sociaux, c'est du lundi au dimanche, Anna H24, je me réveille le matin et je me couche en jetant un coup d'œil et puis vous avez des mères qui sont très regardants des réseaux sociaux. Donc des fois, vous pouvez avoir un élu qui vous contacte en vous disant: «Oui, vous avez vu, j'ai été identifié sur tel sujet, c'est complètement faux». Donc un autre conseil, on le disait tout à l'heure, on échange beaucoup avec les élus de la majorité, puisqu'ils font partie du conseil municipal et tout comme, les élus d'opposition. Mais au moins les élus de la majorité, on peut leur dire: «Écoutez, vous aussi, vous avez le droit d'avoir, votre page Facebook, vous avez le droit d'avoir un compte Instagram, un compte X et à votre tour, en votre nom propre, d'y répondre». C'est-à-dire que la direction de la communication ne va pas pallier à des réponses qui mériteraient peut-être une réponse plus ajustée si c'est, la majorité qui est, pointée du doigt. Voilà, c'est-à-dire que ce combat politique doit être mené par les élus finalement. Mais effectivement, c'est un travail, de longue haleine, c'est quotidien, les équipes sont très stressées et des fois c'est frustrant parce qu'un commentaire peut prendre, une ampleur, non mesurable alors qu'en réalité, des fois, c'est même des faux comptes. Donc il faut prendre du recul et dire: «Attendez, ce commentaire-là, finalement, est-ce qu'il y a en réalité une personne qui pense telle ou telle idée ou c'est juste, une envie d'être, critique vis-à-vis, d'un projet, porté, par la mandature?» Non, mais oui, je confirme, Fiona, ça rend complètement dingue. Ceci dit, c'est aussi, notre métier, hein, de mettre de la distance, de savoir. On le sait que les réseaux sociaux sont une sorte d'exutoire pour certaines personnes. C'est souvent très exagéré, c'est souvent il faut faire abstraction du ton et de la manière dont c'est dit, mais il faut pas non plus tout occulter parce que finalement ça donne quand même une idée sur, ce qui se passe dans la vraie vie, sur, ce que pensent les gens, sur, là où ils trouvent des points d'accointance et de complicité, dans la critique. Donc, c'est pas anodin non plus. Donc il y a à prendre, il y a à laisser, il y a effectivement s'occuper de sa santé mentale, mais il faut pas complètement laisser ça de côté. Ça donne aussi une indication sur ce qui se passe, sur ce qui se dit sur le terrain, ça reste important. Fiona, tu faisais un big up au community manager qui gère ces choses-là pendant cette période ô combien complexe. Ce sont, j'imagine, plutôt des personnes jeunes qui ont peut-être moins de 35 ans. Est-ce que
tu les prépares, toi, dans ton équipe, à cette période? Parce que là, le H24, 7 sur 7, avec un élu qui te dit « Oui, on m'a encore taclé, c'est pas sympa, blablabla. Bla, bla, bla. » Les faux comptes, alors on va pas rentrer dans des histoires de Russes, hein, tu sais, qui viennent raconter n'importe quoi et faire de la propagande, et de la fausse propagande. Mais les CM, les community managers, qu'en est-il? Vous les bichonnez, vous leur apportez tous les matins des petits chocolats pour qu'ils puissent tenir le choc. Comment on les gère justement, ces membres de l'équipe, qui sont souvent très jeunes? Bien sûr, on les accompagne. Alors, pour en avoir parlé longuement avec d'autres directeurs de la communication, très régulièrement, il y a ce principe d'astreinte qui est mis en place pour pouvoir justement être aux aguets, j'ai envie de dire, 24 heures sur 24, peut-être pas non plus, puisque la nuit, on a quand même le droit de dormir comme tout le monde. Mais il y a ce principe quand même du lundi au dimanche, et avec ce principe d'échange, c'est-à-dire que des fois, il y a des commentaires, on n'aurait pas tendance à réagir de la même manière, donc on en discute. On screen, on en discute, on essaie toujours d'être réactif, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre une décision et puis en plus, il faut la prendre rapidement, que ce soit un jeudi soir, un dimanche matin, donc on les accompagne énormément. On a mis en place une sorte de process où on s'en dit: «Voilà, ce type, ces catégories de commentaires, on y répond de telle manière, on agit de telle manière pour telle identification», et on le met en place. Dès qu'on a disons un doute, on en discute tous ensemble. Voilà un peu comment ça se passe, mais on est 2 de manière permanente sur les réseaux sociaux, un petit peu en astreinte du lundi au dimanche. Oh, mon Dieu, on a l'impression d'entendre quelqu'un à la SNCF ou à la RATP. Mon Dieu, Et on mange beaucoup de chocolat. Ah, toutes mes félicitations, bravo, j'en ai ramené de Lyon dernièrement. Magali, est-ce que tu as aussi mis des astreintes après avoir été Madame Relou et après avoir été Madame Flic? Est-ce que tu as aussi Madame Astreinte et Madame Maman, si je puis dire, dans ton équipe? Alors, madame maman, je ne sais pas. En tout cas, j'essaye d'avoir une vigilance, accrue en direction de l'équipe média, actuellement, qui effectivement prend cher, sur les réseaux sociaux. Après, bon, on finit par les connaître, finalement. Les personnes qui, font de la critique, à outrance, quelque part, au bout d'un moment, ça nous fait rire, plus qu'autre chose. Je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est une manière de s'en sortir mentalement, j'ai envie de dire. Et après, sur les astreintes, alors non, nous ne l'avons pas encore mis en place à Sevran. Moi, j'avoue que, c'est pas bien, mais j'y suis comme Fiona, le matin, le soir, le week-end. J'essaye d'avoir un œil partout sur les réseaux sociaux et de pouvoir, réagir, si c'est le cas. Néanmoins, sur le prochain mandat, c'est quand même dans mes projets, soit de mettre en place une astreinte, soit je sais qu'il y a d'autres villes qui précisent, sur leurs réseaux sociaux que finalement, il y a quelqu'un derrière l'écran, sur les heures de travail, c'est-à-dire tous les jours de 9 heures à 18 heures et pas au-delà. C'est aussi une manière de dire, bah, voilà, derrière les réseaux sociaux de la ville, il y a des gens qui, travaillent, et qui a un code du travail et qui a aussi des horaires sur lesquels on ne sera pas joignable. Bon, maintenant que j'ai dit ça, ça veut pas dire qu'il y aura pas un commentaire qui va générer une crise, le samedi entre 15 heures et 16 heures. Donc faut quand même être aux aguets. Mais ça peut être aussi une solution. J'ai une question qui est toute bête et qui est très personnelle. Je commence par toi, Fiona. Quand on est dans cette période-là, vous venez de parler des réseaux sociaux, alors astreinte ou pas, wait and see, mais finalement, j'ai l'impression que tout le monde va s'y mettre, y compris toi, Magali, pour la prochaine mandature, enfin la prochaine élection, pardon. Mais est-ce que vous avez une vie personnelle durant ces 6 mois? Sincèrement, toutes les deux. Fiona, tu arrives à avoir une vie ou est-ce que tu restes branché sur ton portable quasi H24 avec les enfants, ton époux qui te dit bon, t'es bien aimable, mais c'est pas possible. Est-ce que vous arrivez à avoir une vie ou est-ce qu'elle est mise entre parenthèses pendant peut-être pas les 6 mois, mais au moins 2 mois? Je suis en train de me poser la question, j'espère que mon mari n'écoutera pas le podcast. Il y a comme un accord tacite, c'est-à-dire que c'est une période où je m'organise dans ma vie personnelle, clairement. Je sais que voilà, cette année, il n'y aura pas de vacances en février. Voilà, je n'irai pas à la montagne. Mais c'est comme ça, j'ai envie de dire. Je préfère même moi sereinement me dire je suis focus sur cette période-là parce que je me sens aussi
garant vis-à-vis de mes équipes, hein. Je le redis parce que il y a effectivement on travaille pour une majorité, pour une municipalité, qui est élue, par les habitants. Mais en tant que directeur, en tant que manager, on implique aussi nos équipes. Donc, on a envie d'être très présent et on doit être sur tous les fronts. Donc oui, vigilance accrue, c'est les jeux, j'ai envie de dire. On a signé pour ça. C'est une période qui est très stressante, mais c'est une période aussi où finalement, avec tout ce stress, heu, il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de bienveillance entre les agents, où finalement on se dit: «Voilà, on est tous là pour la même chose, pour bien faire notre travail dans un cadre serein». Et c'est effectivement une période stressante, un petit peu moins fournie puisqu'on peut plus créer de nouveaux événements comme on l'a dit tout au début du podcast, hein. Et on va prendre plus le temps sur le projet, plus de temps aussi à échanger avec les équipes, même avec les services avec lesquels on travaille. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est une période qui est stressante, mais en réalité, on se retrouve aussi un petit peu les uns les autres et ça, c'est hyper satisfaisant quand on est DIRCOM, où on a tout le temps l'habitude de répondre qu'à des urgences ou alors à des communications de crise. Magali, tu arrives à avoir une vie? Ouais, je souscris, totalement à ce que dit Fiona. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de porosité finalement entre ma vie pro et ma vie perso. Mais encore une fois, je sais pourquoi j'ai signé, je sais dans quoi je m'engageais donc ça me pose pas de problème et puis après, j'arrive quand même à poser des limites, dès lors qu'il y a une possibilité de prendre, une journée de repos ou de mettre un peu de distance, par rapport à un projet. Donc voilà, on est une équipe, hein, il y a pas que le DIRCOM. Le DIRCOM porte beaucoup le parapluie pour préserver l'équipe, bien sûr, mais on est aussi une équipe avec le CAB, la DG et cetera, donc on n'est pas isolé non plus. Et puis après, je suis d'accord avec ce que dit Fiona, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une période hyper favorable pour travailler en temps masqué sur la suite. Puisque le communicant de base a besoin d'être, un peu surstimulé, ça fait partie de nos profils. Là, le fait est que dans ces périodes-là, on ne peut rien sortir de nouveau. Donc on a envie, en fait, de travailler sur ce qu'on va pouvoir faire de nouveau après, pour la nouvelle mandature. Donc c'est aussi une période propice pour se dire: «Bon, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quels sont les champs que nous n'avons pas encore explorés?» Et puis, se préparer parce que une fois que l'élection est là, après on enchaîne très, très vite sur les 100 premiers jours du mandat, en fait. Donc ça, il faut aussi prendre un peu le temps d'y réfléchir et de le préparer en équipe. Je reste avec toi, Magali. Donc, au final, cette période préélectorale, est-ce que c'est pas une période extrêmement excitante, même si elle est contraignante? Beh, si, complètement. C'est-à-dire qu'elle est pleine de stress, elle est pleine de tensions, elle est pleine de jeux d'acteurs dans lesquels il faut, savoir, naviguer tout en se préservant. Mais à la fois, effectivement, elle est très excitante. En tout cas, quand on est passionné par son métier, quand on est passionné par son territoire. Puisque effectivement, en fin de mandat, en général, on le connaît très bien, comprend très bien ce qui s'y joue, ce qui s'y passe. Donc on est aussi dans une position un peu de spectateur qui est hyper intéressante et hyper nourrissante. Donc oui, je suis totalement d'accord. C'est une période très excitante. Entièrement d'accord et c'est là où on peut aussi montrer qu'on est des vrais professionnels de la communication. C'est-à-dire que peu importe le candidat qui est élu, qui est choisi par les habitants, nous sommes là aussi pour informer sur, les prochains projets pour lesquels les Villepintois ont voté. C'est-à-dire qu'il y a un programme sur lequel est élu un candidat et nous, il va falloir qu'on puisse relayer, qu'on puisse, le faire savoir, en informer la population. Donc en interne un petit peu, on travaille sur des outils, des supports de communication toujours plus, en adéquation, proche des habitants et puis on attend qu'une seule chose, c'est-à-dire que le nouveau maire puisse, être élu et à un moment donné nous dire: «Voilà, je vous écoute, qu'est-ce que vous proposez à la direction de la communication?» et on fait notre diagnostic. C'est un petit peu le moment où on se disait: «Bah tiens, nous par exemple à Villepinte, on a un magazine qui sort tous les 2 mois». Régulièrement, on se dit: «Oh là là, on est obligé de refuser de l'information, on passerait bien sur un magazine, sur un mensuel avec une périodicité donc rapprochée» et ben, on va se dire: «Bah, en mars, on va le proposer ça, par exemple». Parce qu'on a de la matière, il se passe plein de choses à Villepinte et on est parfois frustré de pas pouvoir en dire plus. Donc voilà, toutes ces idées-là, on les met de côté, on les travaille en interne et puis, dès qu'arrivera, la nouvelle municipalité,
la nouvelle majorité, on en discutera et on espère pouvoir être à la disposition, à l'écoute avec nos nouveaux outils, nos nouvelles idées de communication. Entendu. Alors je comprends parfaitement, finalement c'est excitant, c'est contraignant, ça on l'a bien compris, mais c'est aussi extrêmement excitant et puis c'est aussi une manière, non pas de se placer ou de se replacer si la personne est réélue, mais quelque part c'est aussi l'occasion de montrer que la communication est un vrai métier et qu'on en a besoin. Mesdames, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous aviez 3 conseils à donner aux communicants publics ou dans le privé qui un jour ont envie de prendre la poudre d'escampette du côté public, je le rappelle à nos auditrices et auditeurs, la com publique c'est pas la Ligue 2 de la communication, c'est la Ligue des champions. C'est extrêmement complexe, c'est magnifique, c'est une marque qui vit au quotidien, vraiment, vous venez de le prouver même dans des périodes un peu complexes comme celle-là, mais tiens, je commence par toi Magali, quels conseils tu donnerais? 3 conseils très rapidement sans rentrer trop dans le détail, mais au dire comme aux communicants qui vont ou qui sont dans cette période préélectorale. Alors, le premier conseil, ce serait de ne pas stresser parce qu'une communication préélectorale, ça se prépare. Donc, on peut suivre des formations, on peut communiquer avec ses pairs, etc. Le deuxième conseil, c'est de ne surtout pas la jouer solo, mais collectif. Encore une fois, le stress, la responsabilité, ça se partage et je pense que dans toutes les collectivités, on a moyen de créer un noyau avec, encore une fois, la DG, le câble juridique et la com pour surmonter cette période. Et le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas s'éteindre avec cette période qu'on peut considérer comme étant un peu sobre, mais de conserver malgré tout son ADN, l'ADN de son territoire, l'ADN de sa communication, pour tout de même continuer de rester juste et authentique. Fiona, quels sont tes 3 conseils? Magali a un peu tout dit, du moins les 3 principaux. Donc je la rejoins et je dirais finalement garder sa ligne de conduite. En plus, ça répond au principe d'antériorité qu'on a cité tout à l'heure. Garder sa ligne de conduite, ne pas se dire voilà les réseaux sociaux je les ferme. Mon magazine, je n'y mets plus d'édito, je ne parle plus de tel et tel sujet. Bien au contraire, il faut continuer à maintenir une information auprès des habitants. Autre conseil, peut-être en amont aussi, rester à l'écoute des élus, avoir cette écoute, de leur poser les questions, les sujets en jeu pour être un peu plus vigilant et avoir cette attitude tourner vers la pédagogie, de dire voilà, nous on est là pour vous accompagner, on est finalement partenaire avec vous et non, nous ne sommes pas des relous. C'est juste que on va faire en sorte que ce cadre soit respecté et pour vous et aussi pour les agents. Eh bien écoutez, merci à vous Fiona et Magali. Magali et Fiona, vous avez été formidables, de magnifiques ambassadrices de la communication publique, mais ça je n'en doutais absolument pas puisqu'on s'était eu au téléphone auparavant. Et sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre, parmi les gens qui écoutent le décodeur de la com, que cette période préélectorale de 6 mois, elle n'est pas si simple, mais elle n'est pas si compliquée en même temps, quoique. Il faut savoir arbitrer et puis il faut avoir aussi quelque part du courage, il faut avoir aussi de la force. Bon, pour l'astreinte, courage, mesdames, hein. Je suis de tout cœur avec vous, ainsi que vos CM, vos community managers. Mais en tout cas, je vous remercie parce que c'était absolument passionnant. Bravo, mesdames. Merci à toi, Laurent. Merci Laurent et bon courage à tous les communicants. Merci beaucoup. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend 2 épées de la com publique comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Spotify. On s'abonne au décodeur de la communication, le plus grand podcast sur la communication. Allez, ciao, ciao. Et à très bientôt. Et encore une fois, Fiona et Magali, je tiens à vous remercier. C'était tout simplement génial.